Sa voix était tranchante chaque fois qu'elle lui parlait. « Je ne peux plus vivre comme ça, Jonathan, » dit-elle un matin, en reposant bruyamment sa tasse de café. « Je n'ai pas signé pour être infirmière. » Jonathan l'observa un instant, ses yeux calmes, presque indéchiffrables. « Tu as prononcé des vœux, » répondit-il doucement. « Et tu m'entraînes dans ta chute, » rétorqua-t-elle, son ton aussi glacial qu'un vent de janvier à l'extérieur. Jonathan Miller avait toujours été le genre d'homme en qui les gens avaient une confiance immédiate. À 52 ans, il portait une dignité discrète qui n'avait pas besoin de s'afficher. Des années à bâtir un empire logistique à partir de rien l'avaient rendu financièrement à l'aise, mais il n'étalait jamais son succès. Il préférait passer ses soirées dans son brownstone de Boston, avec du jazz s'échappant du tourne-disque et un livre à la main. Sa femme, Vanessa, était son opposée. À 34 ans, elle était éblouissante et attirée par l'éclat des bars en rooftop, des boutiques de créateurs et des brunchs au champagne. Ils étaient mariés depuis 7 ans et au début, elle semblait l'adorer. Mais quand la maladie est arrivée, tout a changé. Cela avait commencé par de la fatigue et une perte de poids soudaine. Bientôt, les médecins employaient des termes comme déclin rapide et temps limité. Au début, Vanessa avait faim de prendre soin de lui, apportant de l'eau, arrangeant les oreillers, mais cette façade n'avait pas duré longtemps. Elle passait de plus en plus de nuits dehors avec ses amis, sa voix devenant tranchante chaque fois qu'elle s'adressait à lui. « Tu ne peux plus vivre comme ça, Jonathan », répéta-t-elle ce matin-là, en frappant sa tasse de café sur la table. « Je n'ai pas signé pour être infirmière. » Jonathan l'observa à nouveau, ses yeux toujours aussi calmes, presque indéchiffrables. « Tu as prononcé des vœux, » dit-il doucement, « et tu m'entraînes dans ta chute, » lança-t-elle, son ton aussi froid qu'un vent d'hiver. C'est à ce moment-là que Richard Collins commença à apparaître plus souvent. Richard était le meilleur ami de Jonathan depuis plus de 20 ans. Un homme charmant aux cheveux argentés, connu pour son sens des affaires et son goût pour le scotch coûteux. Jonathan avait supposé que Richard venait par loyauté. Il ne savait pas encore que lorsque la voiture de Richard quittait son allée le soir, Vanessa était souvent sur le siège passager. Richard savait comment la flatter. Il disait à Vanessa qu'elle était trop jeune et belle pour être enfermée dans une maison avec un homme mourant. Il parlait de voyages exotiques et d'un avenir rempli d'excitation. Bientôt, elle commença à le croire. Jonathan remarqua les changements. Le parfum qui persistait quand elle rentrait tard. Les sourires discrets quand le nom de Richard était mentionné. La manière dont elle évitait son regard lorsqu'il demandait où elle était passée. Un après-midi pluvieux de jeudi, elle entra dans sa chambre avec une valise. « Je n'en peux plus, » dit-elle froidement. « Je ne vais pas gaspiller ma jeunesse à te regarder dépérir. » La main de Jonathan, fine et pâle, reposait sur la couverture. « Alors c'est tout, après tout ce temps. » Sa mâchoire se crispa. « J'ai besoin de plus que ça. Richard me comprend. Il peut m'offrir la vie que je mérite. » Un instant, le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le doux crépitement de la pluie contre les fenêtres. Le regard de Jonathan ne vacilla pas. S'il y avait quelque chose, un léger sourire se dessinait au coin de sa bouche, une expression qui n'était ni colère ni tristesse. « Alors va-t'en, » dit-il finalement, sa voix presque un murmure. « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » Vanessa se sentit mal à l'aise. Elle s'attendait à de la rage, peut-être des larmes, mais elle fut accueillie par un calme acceptation. Cette expression légèrement savante sur son visage la troubla, bien qu'elle repoussât cette pensée. Elle fit rouler sa valise jusqu'à la porte, sans se retourner. Dehors, la Mercedes noire de Richard attendait, moteur allumé. Elle monta et la voiture s'éloigna, laissant le brownstone derrière, ses fenêtres brillant faiblement dans le crépuscule. À l'intérieur, Jonathan s'allongea contre ses oreillers, les yeux fixés au plafond. La pluie s'intensifiait, chaque goutte frappant la vitre comme une horloge comptant le temps. Sa respiration était laborieuse, mais il n'y avait aucune amertume sur son visage. Seulement une résolution tranquille que ceux qui partent ne pourraient imaginer. La pièce était immobile, hormis le faible bourdonnement du radiateur. Sur la table de nuit, à côté d'un verre d'eau à moitié vide, reposait un dossier relié de cuir. Jonathan y jeta un bref regard, ses lèvres se pressant en une fine ligne. Il ferma les yeux, inspirant profondément comme s'il gravait ce moment dans sa mémoire. Pas le moment de l'abandon, mais celui d'être libéré de quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Dans la voiture, Vanessa se pencha vers Richard, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lueur des lumières du tableau de bord. « Ça fait du bien d'être sortie de là, » dit-elle, sa voix teintée de soulagement.
Pichard sourit. Maintenant, tu peux recommencer à vivre. Elle jeta un dernier regard par la fenêtre mouchetée de pluie, le brownstone s'effaçant de sa vue. Elle se dit qu'il ne lui manquerait pas. Elle se dit qu'il ne lui manquerait pas, lui. Mais au fond d'elle, enfouie sous des couches d'orgueil et d'ambition, une petite voix murmurait que l'expression calme de Jonathan signifiait quelque chose. Que peut-être, juste peut-être, il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Elle fit taire cette pensée rapidement, se concentrant sur la route devant elle, la promesse de dîner au champagne et de week-end luxueux. Ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que sa décision ce soir-là lui avait coûté bien plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. La maison de Jonathan semblait différente après son départ. L'air était plus léger, comme s'il n'avait plus à porter le poids de son mépris. Pour la première fois depuis des semaines, il demanda à sa soignante, Margaret, d'ouvrir grand les rideaux pour laisser entrer la lumière d'hiver. Dehors, les rues de Boston étaient luisantes de pluie, les trottoirs brillants comme du verre sombre. Margaret, une présence constante dans sa vie depuis 10 ans, lui apporta un plateau avec du thé et du pain beurré. « Vous êtes silencieux aujourd'hui » dit-elle en posant le plateau doucement. « Je réfléchis » répondit Jonathan, sa voix encore faible, mais plus assurée qu'elle ne l'avait entendue depuis des mois. « Il est temps de faire quelques changements. » Une fois qu'elle quitta la pièce, il tendit la main vers le dossier relié de cuir sur la table de nuit. À l'intérieur se trouvaient des documents que la plupart des gens n'auraient jamais imaginé exister. Des actes de propriété pour des biens immobiliers de premier ordre à Londres et New York. Des portefeuilles montrant des millions en actions et obligations. Des comptes offshore avec des soldes qui feraient vaciller même les financiers aguerris. La fortune de Jonathan, bien qu'il ne l'ait jamais affichée, s'élevait confortablement à un demi-milliard de dollars. Il l'avait bâti grâce à des investissements calculés, en rachetant une petite entreprise de transport maritime basée à Boston dans ses 20 ans, en se développant dans la logistique pendant le boom du commerce électronique et en diversifiant plus tard dans les startups technologiques. Une patience discrète et des instincts affûtés l'avaient récompensé bien plus que le public ne le savait. Vanessa n'avait jamais vu ces documents. Il avait prévu de tout lui révéler pour leur 10e anniversaire de mariage, qui n'était qu'à quelques mois. Il avait même commandé un collier sur mesure pour accompagner cette révélation. Elle aurait appris que le style de vie modeste qu'il affichait était un choix, pas une nécessité. Mais son départ et la manière dont elle était partie avaient complètement réécrit ce plan. Jonathan prit son téléphone et appela son avocat, Charles Whitmore. Charles était son conseiller juridique depuis près de 25 ans, un homme dont la loyauté était aussi inébranlable que son éducation à Oxford. « Elle est partie », dit simplement Jonathan lorsque Charles répondit. Il y eut une pause. « Je suppose que vous voulez procéder aux ajustements du testament. »« Oui, retirez-la complètement. Répartissez sa part entre Emily, la fondation hospitalière et le programme de bourse. Assurez-vous que ce soit inattaquable. »« Compris. » Jonathan raccrocha, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Il n'était pas un homme vindicatif, mais il croyait que les actions avaient des conséquences. Vanessa avait fait son choix. Maintenant, elle devrait vivre avec. Au cours de la semaine suivante, les démarches avancèrent rapidement. Le nom de Vanessa fut effacé du testament. À sa place, la sœur cadette de Jonathan, Emily, hériterait de la majorité de son patrimoine. Elle l'avait soutenue pendant les longs mois de maladie, venant souvent de Seattle, juste pour passer un week-end à son chevet. Le reste irait à des causes chères à Jonathan. La recherche médicale, les opportunités éducatives pour les jeunes défavorisés et les projets communautaires dans les quartiers où ces entreprises avaient prospéré. La santé de Jonathan continuait de décliner, mais une sérénité dans son attitude n'échappait pas à Margaret. Une nuit tardive, elle le surprit assis droit dans son lit, un léger sourire aux lèvres, alors qu'il parcourait ses résumés d'investissement. « Vous semblez apaisé, dit-elle. »« Je le suis, répondit-il, pour la première fois depuis longtemps. » Son esprit vagabondait parfois vers Vanessa, non pas avec nostalgie, mais avec une curiosité détachée. Il se demandait ce qu'elle penserait si elle connaissait la vérité. Maudirait-elle son choix? Tenterait-elle de revenir? Ou son orgueil l'empêcherait-il d'admettre son erreur? Un après-midi enneigé, Emily arriva avec une pile d'albums photos familiaux. Ils passèrent des heures à les feuilleter, riant doucement des coupes de cheveux et des sourires maladroits d'antan. C'était un rappel que, bien que son mariage ait échoué, sa vie restait riche de ce qui comptait vraiment. Quand Emily partit ce soir-là, Jonathan s'adossa à ses oreillers,
épuisé mais en paix. Il savait que son temps était compté, mais il savait aussi que son héritage était assuré. Sa fortune servirait des personnes qu'il estimait pour bien plus que ce qu'il pouvait leur offrir matériellement. Loin de là, dans un appartement en pentouse que Richard louait avec de l'argent emprunté, Vanessa sirotait du vin en riant à une de ses anecdotes, ignorant que l'homme qu'elle avait quitté valait plus que ce qu'elle et Richard réunis malgré rêvaient. Elle se persuadait d'avoir fait un meilleur choix. Elle croyait que son avenir était doré. Jonathan, lui, savait que l'or qu'elle imaginait ne serait jamais à elle. Au début, Vanessa pensait avoir pris la meilleure décision de sa vie. Le monde de Richard était enivrant. Il l'emmenait dans des restaurants en rooftop avec des vues panoramiques sur l'horizon de Boston, commandait des vins millésimés sans regarder les prix et parlait avec assurance de leur avenir ensemble. Elle postait des photos d'eux en manteau de cachemire assortis, leurs mains entrelacées autour de cocktails, soigneusement mis en scène pour donner l'impression qu'elle avait accédé à une vie d'un niveau supérieur. Richard la comblait d'attention au début, lui répétant qu'elle méritait mieux que de jouer les infirmières pour un homme en fin de vie. Il promettait des escapades le week-end aux Hamptons en été, des séjours au ski à Aspen en hiver. Pendant quelques semaines, elle se sentait électrisée, belle, désirable, libre. Mais bientôt, les premières fissures apparurent. Les dîners se raréfièrent. Les réunions urgentes de Richard commencèrent à remplacer leurs sorties prévues. Lorsqu'ils étaient ensemble, son téléphone vibrait constamment et il s'éloignait pour répondre à des appels à voix basse. Puis vinrent les questions d'argent. Cela commença petitement. Une mention d'une facture imprévue pour son entreprise qu'il rembourserait immédiatement. Vanessa, désireuse de prouver qu'elle était investie dans leur vie commune, lui donna accès à l'une de ses cartes de crédit. Il la vida en un mois. Lorsqu'elle le confronta, Richard afficha un sourire rôdé. « Vanessa, ma chérie, ce ne sont que des contretemps temporaires. Tu as vu les affaires sur lesquelles je travaille. Une fois conclues, nous serons à l'abri pour la vie. » La semaine suivante, l'un de ses bracelets en diamant disparut. Il prétendit l'avoir pris pour le faire ajuster en surprise. Il ne revint jamais. Ses sacs à main de créateur commencèrent à disparaître un à un. Vendus, apprit-elle plus tard, pour couvrir ses dettes de jeu grandissantes. Malgré la pression financière, Vanessa s'accrochait à son fantasme. Elle se disait que toutes les relations traversaient des moments difficiles. Elle se disait que c'était temporaire. Un après-midi, en parcourant son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, un titre attira son attention. La communauté d'affaires de Boston pleure Jonathan Miller. Son cœur s'arrêta, mais pas de chagrin. L'article était accompagné d'une photo de ses funérailles. Une file de voitures de luxe garées devant une église majestueuse en pierre. Des hommes et des femmes bien habillés en sortaient. L'air sombre. La légende sous une autre photo indiquait « Le magnat de la logistique laisse un héritage de 500 millions de dollars à sa famille et à des causes caritatives. » Vanessa fixa les mots, son verre de vin tremblant légèrement dans sa main. 500 millions de dollars. Elle relut, son esprit s'emballant. Elle savait que Jonathan avait réussi, mais elle avait supposé que son mode de vie modeste signifiait une richesse modeste. Elle n'avait jamais imaginé une telle somme. Ses yeux revinrent sur les images. La sœur de Jonathan, Emily, recevant les condoléances de certaines des figures les plus influentes du monde des affaires. Vanessa n'était pas là. Son absence n'était pas seulement physique. Elle était définitive. Richard entra alors qu'elle lisait, jetant son manteau sur le canapé. « Qu'est-ce qui te fait cet effet ? On dirait que tu as vu un fantôme, » demanda-t-il en jetant un œil à son téléphone. Elle hésita. « Jonathan, il valait 500 millions de dollars. » Les sourcils de Richard se haussèrent, puis, lentement, un sourire narquois se dessina sur son visage. « Et tu as quitté ça, pour moi ?» Son ton n'était pas joueur, il était moqueur. Les joues de Vanessa s'enflammèrent. « Je ne savais pas. »« C'est bien ça le problème, » l'interrompit-il, riant pour lui-même. « Tu aurais dû savoir. Un homme comme Jonathan, l'argent discret est le plus dangereux à sous-estimer. » Elle le fusilla du regard, mais la morsure de ses mots s'enfonça profondément. Cette nuit-là, pendant que Richard dormait, elle resta dans le salon, parcourant article après article sur l'empire de Jonathan. Chacun confirmait la même somme stupéfiante. Chaque bijou, chaque chaussure de créateur dans son placard semblait soudain une piètre consolation comparée à ce qu'elle avait abandonné. Le lendemain matin, elle tenta de parler à Richard de leur avenir, évoquant la stabilité, l'engagement. Il éluda, disant qu'il avait une réunion et ne rentra pas cette nuit-là. Les jours devinrent des semaines et ses absences se firent plus fréquentes.
Elle commença à trouver des reçus pour des dîners coûteux pour deux, débités sur sa carte de crédit, correspondant à des soirs où il prétendait travailler tard. La vérité devenait plus difficile à ignorer. Un soir, Richard rentra en sentant un parfum qui n'était pas le sien. Elle le confronta, la voix tremblante. Il ne nia pas. Au lieu de cela, il rit, cruel et sans retenue. « Vanessa, tu as quitté un homme qui valait un demi-milliard de dollars pour moi. Et tu penses que je vais me contenter de toi? Tu es encore plus naïve que je ne le pensais. » Les mots étaient un coup de couteau, et il les tourna sans pitié. À la fin de cette semaine, il était parti, emportant ses affaires et les derniers objets de valeur qu'elle possédait. Le bail du Pentouse, à son nom, devint une encre qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ses cartes de crédit étaient à leur limite, ses économies épuisées et ses soi-disant amis soudainement indisponibles pour les brunchs. Le brownstone de Jonathan était hors de portée depuis longtemps. Tout comme la vie qu'elle avait eue avec lui, imparfaite mais réelle. Tout ce qui lui restait était l'écho de sa voix calme lui disant « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches ». Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit le poids de cette phrase. La chute de Vanessa ne fut pas un effondrement spectaculaire. Ce fut un lent démantèlement qui rongea sa dignité morceau par morceau. Le Pentouse fut le premier à partir. Sans revenu et avec les créanciers à ses trousses, elle fut forcée d'abandonner l'appartement de verre et d'acier qui avait été son insigne de statut. Le jour de son départ, elle se tint dans le salon vide, ses talons claquant sur le parquet nu, regardant l'horizon de la ville qu'elle pensait autrefois posséder. Elle emménagea dans un petit appartement d'une chambre dans un quartier fatigué, où l'épicerie vendait du pain de la veille à moitié prix et où le son des sirènes était constant. Elle se disait que c'était temporaire. Elle trouverait un moyen de remonter la pente. Elle l'avait toujours fait, mais les emplois suffisamment rémunérés pour couvrir ses dépenses étaient difficiles à trouver. Son CV ne mentionnait guère plus que « consultante en style de vie » et des descriptions vagues d'événements qu'elle avait organisés pour des galas de charité, des rôles qui n'impressionnaient pas les recruteurs. Elle postula pour des postes de réceptionniste, d'assistante commerciale, voire d'adjointe administrative. Les refus polis arrivaient rapidement. Quand ils arrivaient, un matin froid, son téléphone vibra avec un appel d'un numéro inconnu. Elle hésita avant de répondre. « Vanessa Miller ?» demanda une voix formelle et sèche. « C'est moi », répondit-elle prudemment. « Ici l'avocat Whitmore, représentant la succession de Jonathan Miller. Je vous appelle pour vous informer que le testament a été finalisé et distribué. » Elle se figea, une lueur d'espoir insensée naissant dans sa poitrine. « Distribué ? Oui, comme vous le savez, vous n'êtes pas incluse parmi les bénéficiaires. Monsieur Miller a explicitement cité votre décision de l'abandonner pendant sa maladie comme raison de votre exclusion. » Les mots la frappèrent comme de l'acier froid. « Explicitement » répéta-t-elle, la voix tremblante. « Oui, Madame Miller. » Le langage était très clair. Sa succession a été attribuée à sa sœur, à plusieurs fondations caritatives et à des membres de longue date de son personnel. Elle s'agrippa au bord du comptoir pour se stabiliser. « Donc, je n'ai rien ? J'en ai peur. » Le ton de l'avocat était poli mais ferme. « Bonne journée, Madame Miller. » La ligne s'éteignit. Elle resta là, fixant le téléphone, son esprit rejoignant le visage calme de Jonathan le jour où elle était partie. Ce regard n'était pas celui de la défaite. C'était celui de la certitude. Elle avait besoin de réconfort. Contre son meilleur jugement, elle appela Richard. Quand il répondit, sa voix était désinvolte, presque ennuyée. « Richard, je viens d'apprendre pour le testament de Jonathan. Il ne m'a rien laissé. Rien. » Il y eut une pause, puis un petit rire. « Tu as quitté un homme qui valait 500 millions de dollars pour moi. Et tu es surprise qu'il ne t'ait pas laissé un centime ?» L'humiliation fut brûlante et immédiate. « Je ne savais pas, » lança-t-elle, la voix brisée. « C'est ton problème, Vanessa. Tu ne vois jamais au-delà de ce qui est juste sous ton nez. » Sa voix n'avait ni chaleur ni sympathie. « Bref, je suis occupée. Ne m'appelle plus. » Le clic de l'appel qui se terminait fut définitif. Elle fixa le téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, sa poitrine serrée par la réalisation qu'elle était véritablement totalement seule. Au cours des semaines suivantes, la dégringolade s'accéléra. Richard avait déjà pris ce qu'il voulait. Argent, bijoux, l'illusion de la loyauté, et il était parti. Les factures s'entassaient sur le comptoir. Elle cessa de répondre aux appels des créanciers, car il n'y avait plus rien à dire. Ses soi-disant amis, ceux qui avaient jalousé ses vues de Pentouse et ses brunchs parfaits pour Instagram, ne répondaient plus à ses messages. Sans l'éclat de la richesse pour la rendre intéressante,
Elle n'était qu'une femme en difficulté parmi tant d'autres dans une ville pleine de gens comme elle. La nuit, elle restait éveillée, rejouant des scènes de son mariage. Le rire chaleureux de Jonathan devant un café matinal. La manière dont il posait légèrement sa main dans son dos lorsqu'il traversait la rue. Les soirées passées dans un compagnonnage tranquille. Elle avait troqué cela contre des promesses creuses et un luxe emprunté. Un après-midi, en scrollant sans but en ligne, elle tomba sur un article à propos de la fondation caritative de Jonathan. Le titre annonçait « Le fonds de l'héritage de Jonathan Miller inaugure une aile pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Boston ». Il y avait une photo d'Emily coupant un ruban aux côtés d'infirmières et de médecins souriants. Vanessa fixa l'image, la gorge serrée. Cela aurait pu être elle, debout là, honorée, faisant partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Au lieu de cela, elle était recroquevillée dans un appartement sombre, à la peinture écaillée, son ancienne garde-robe glamour réduite à quelques pulls usés. Ce n'était pas seulement l'argent qu'elle avait perdu, c'était le respect, le partenariat, la sécurité discrète de savoir que quelqu'un l'avait choisie pour la vie, pas seulement pour l'excitation d'un moment. Et maintenant, pensait-elle amèrement, tout ce qu'elle avait choisi avait disparu. L'hiver à Boston amplifiait la solitude. Le froid s'infiltrait à travers les murs. Les rues étaient grises et glissantes et même la lumière semblait fragile. Pour Vanessa, chaque jour se fondait dans le suivant. Sa vie autrefois vibrante réduite à une boucle de café instantané bon marché le matin et de scrolling agité sur les réseaux sociaux la nuit. Son appartement était loin du penthouse qu'elle avait autrefois exhibé. La seule fenêtre donnait sur un mur de briques et le radiateur émettait un cliquetis constant que personne ne venait réparer. Le placard qui abritait autrefois des rangées de robes de créateurs était maintenant à moitié vide. La plupart des vêtements mis en gage pour payer le loyer. Elle enchaînait les petits boulots quand elle le pouvait. Des postes temporaires comme hôtesse, des shifts dans une boutique qui payait à peine assez pour garder l'électricité. Les clients la regardaient parfois avec une lueur de reconnaissance, comme s'ils ne parvenaient pas à se rappeler où ils l'avaient vue. Il était plus facile de prétendre qu'il se trompait que d'imaginer qu'il se souvenait de la femme qui glissait autrefois au bras de son mari lors des galas de charité. Mais les heures calmes étaient les plus dures. C'est là que le visage de Jonathan lui revenait, adouci par le temps, mais toujours avec ce regard calme et assuré du jour où elle était partie. Elle rejouait ce moment sans fin, essayant de se convaincre qu'elle avait de bonnes raisons, qu'elle poursuivait une vie meilleure. La vérité la rongeait. Elle avait tout eu et elle l'avait jeté. Une nuit, incapable de dormir, elle chercha à nouveau le nom de Jonathan. Les gros titres étaient toujours là, vieux de plusieurs mois, mais toujours en évidence. Des articles sur les hôpitaux, les bourses, les centres communautaires, tous financés par sa succession. Emily, sur chaque photo, portait son héritage avec une grâce que Vanessa réalisait ne jamais avoir possédée. Elle s'imaginait à ses inaugurations, sa main dans celle de Jonathan, partageant la fierté de construire quelque chose de significatif. La vision était si vivide qu'elle faisait mal, comme appuyée sur une échymose qu'on ne peut ignorer. Le lendemain matin, elle sortit un vieil album photo du fond de son placard. Cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas regardé. Il y avait des photos de leur lune de miel à Santorin, tous deux riant alors que le vent fouettait leurs cheveux. Des clichés de dimanche paresseux dans la cuisine. Jonathan faisant des pancakes pendant qu'elle sirotait son café dans son shirt. Des moments petits, ordinaires qui semblaient insignifiants à l'époque, mais qui maintenant semblaient inestimables. Ses doigts s'attardèrent sur une photo. Jonathan dans son bureau, levant les yeux d'un livre pour lui sourire. Elle traça le contour de son visage, les yeux piquants. « Je suis désolée », murmura-t-elle dans la pièce vide. Personne n'entendit. Personne n'entendrait jamais. Alors que le printemps s'installait, la ville dégelait, mais pas la vie de Vanessa. Les appels des créanciers ralentirent seulement parce qu'il ne restait plus rien à prendre. Les amis qui se battaient autrefois pour son attention la croisaient désormais dans la rue sans s'arrêter. Richard était parti depuis longtemps. Son nom n'était plus qu'un goût amer qu'elle évitait de prononcer. Elle passait plus de temps à sa fenêtre, observant le monde défiler. Des couples se tenant la main, des parents avec des poussettes, des joggeurs en coupe-vent colorés, tous avançaient tandis qu'elle restait immobile. Un soir, alors que le soleil plongeait bas, baignant les immeubles d'une lumière ambrée, elle aperçut son reflet dans la vitre. La femme glamour qu'elle avait été avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus âgé, plus las, avec des yeux qui avaient le coup de chaque mauvais choix.
Sa vie n'était plus une question de ce qu'elle pouvait gagner. Il s'agissait de supporter ce qu'elle avait perdu. Un dimanche tranquille, elle prit son café près de la fenêtre et regarda la pluie commencer à tomber. Elle ferma les yeux et imagina Jonathan quelque part au-delà de tout cela. Libre, souvenu avec affection, son héritage vivant dans des lieux qu'elle ne verrait jamais. Une seule pensée s'installa dans sa poitrine comme une pierre. Si seulement j'étais restée. C'était une vérité qu'elle porterait jusqu'à son dernier souffle. Et ainsi, les jours de Vanessa s'étiraient. Chacun un rappel que la cupidité et la trahison peuvent offrir un frisson éphémère, mais que la loyauté aurait pu lui offrir une vie entière. La véritable richesse n'est pas toujours celle que l'on peut dépenser. La loyauté, l'intégrité et la patience peuvent bâtir un héritage bien plus riche que l'argent. Et les perdre peut vous laisser plus pauvre que vous ne l'auriez jamais imaginé. Si vous avez aimé cette histoire, souvenez-vous que chaque choix façonne la route à venir. Échangeriez-vous l'amour pour le luxe ou tiendriez-vous la main de celui qui vous valorise vraiment? Réfléchissez-y. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.